Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 39 de La Pause Café. Où on est Voilà où on est. Mais on est où On a fait trop de podcasts ces derniers temps. Donc voilà, l'épisode 39 de La Pause Caf, un podcast de Good Manufacturing Podcast. Alors messieurs, comment allez-vous aujourd'hui en cette belle journée de vendredi 10 janvier? Ça va très bien. Bah, bonne année. Bien. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que c'est la reprise. La reprise Bonne et année à Arnaud, tous. qu'on voit, Arnaud est devenu un petit robot. Voilà. C'est les Sa bonne résolution, plus de résolution. résolutions. 2025. Non, mais après, mon son est bon, non? Enfin, vous m'entendez Oui, bien. oui, le son est bon, le son est voilà. bon. Ouais, Je vais sais ce éviter qu'il de nous- pas trop bouger. Ouais, c'est Enfin, ça, tu je vais restes, éviter on de va bouger. croire que tu t'es déconnecté. Bon alors aujourd'hui, restez avec nous car nous allons parler de l'onboarding, un sujet qui est très sensible dans l'industrie parce que ça crée beaucoup de tensions et c'est pas facile à faire et finalement ça crée beaucoup de problèmes, je pense. Mais on va étudier ça ensemble aujourd'hui. Il n'y a pas de live sur LinkedIn. Il y a Si. pas de live sur LinkedIn. Ah bon? Je l'ai pas. Ouais. Voilà. Allez. Voilà, bah, ça Moi, j'y trouve suis, les hein. introductions. Bah, moi, ça me met toujours commence bientôt. Excusez-moi. Bah, moi, je me vois en mode robot. Bon, arrête. Allez. Ah, l'année Silence. commence bien. Bon, bref. Voilà, l'onboarding, donc un sujet pas facile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'onboarding? Déjà, qu'est-ce que c'est l'onboarding? Parce que c'est un mot en anglais qui est pénible. Comment on le traduit en français? Moi, je m'avais... C'est le process d'accueil des nouveaux arrivants. Ben moi, j'avais pensé à l'intégration des nouveaux. Et oui. Ouais. T'es trop fort. Et donc, l'intégration, pour moi, elle commence un petit peu avant quand même. Parce que c'est vrai que c'est toujours stressant de commencer dans une nouvelle entreprise. Et donc, finalement, est-ce que du coup, il y a pas mal de communications du coup qui sont faites avant le premier jour? Est-ce qu'il y a des communications qui sont faites avant le premier jour? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Ça, je sais même pas. Parce que du coup, est-ce que si on t'envoie des trucs avant de venir sur site, est-ce que c'est considéré comme du travail déguisé? Ah oui. Mais tu voudrais Je envoyer pense quoi qu'il y a en de ça. fait? La Bon, fiche je de sais pas, procédure. La file de procédure à lire tranquille. Non, je sais pas. Ah non, mais parce que avant le premier jour, t'as quand même tout ce qui est signature de contrat, etc. Déjà. Tu peux envoyer une boîte de Peut-être qu'on chocolat. pourrait faire passer la fiche de fonction à ce moment-là aussi, ça pourrait être intéressant. Mais après, sinon, ça me paraît chaud d'envoyer. Oui, alors vous allez regarder ces formations, ces procédures avant de commencer, quoi. Là, ça peut être un peu tendax. Voilà. C'était pas payé pour faire ça et du coup, bon. Donc finalement, ça commence le premier jour où tu te pointes et que tu arrives au poste d'accueil. Elle fait bonjour, c'est mon premier jour. Tu sais pas encore à quelle sauce tu vas te manger. Et là, ça va être extrêmement dépendant des entreprises. Moi, je sais que, alors ça remonte du temps où j'étais stagiaire, pour pas les citer chez Sanofi Pasteur. Ah, du coup, il y a une accueil vingtaine d'années. Tous les lundis. Enfoiré. Ceci dit, c'est presque. Hein. Non, mais tous les lundis, en fait, les nouveaux arrivants venaient tous les lundis seulement. Ils accueillaient personne en dehors du lundi. Ah ouais, Et trop tous les marrant. lundis matins, il y avait dans la grande salle, alors forcément c'était un site de 3000 personnes à l'époque, dans la grande salle, et il y avait accueil sécurité avec formation sécurité, formation BPF, formation générique pour tout le monde pour démarrer la journée du lundi. Donc tout le monde arrivait le lundi et tout le monde avait ça. J'ai fait ça aussi moi chez L'Oréal. C'était exactement pareil que ça. Blam, tout le monde arrivait Il y a le même 20 ans jour. Ouais, c'était il y a. Franchement, je dirais que c'était dans mes boulots d'été, tu vois. Donc je suis même pas sûr que je venais d'avoir l'âge de faire des boulots d'été, donc 16 ans. Il y a bien 20 ans aussi, quoi. Non, 16 ans, t'as pas le droit de travailler là-dedans. Je pense, je devais avoir 18 ans, quoi. Ça devait être ma première année, un truc comme ça, de pharma. Donc ouais, effectivement, ça doit être il y a longtemps. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, on était tous dans la même salle. Par contre, c'était super marrant parce que, du coup, t'avais tout le monde, quoi. T'avais les mecs de la maintenance, les mecs de la RH. Enfin, Exactement.
Et t'avais même les prestataires externes chez Sanofi Pasteur. Ouais, c'est ça, ouais. T'avais les gars qui faisaient l'électricité, qui étaient en bleu de travail, enfin, qui étaient en combar. Et donc, ouais, accueil sécurité. Et puis après, ouais, c'était plan de l'usine, tout ça. Et puis après, bah, tu te faisais chercher par le chef de service. Et puis, bah, il te montrait un peu te faisait faire un petit tour du bazar, quoi. Mais, du coup, dans l'industrie pharmaceutique, alors, est-ce que du coup tu t'en souviens, toi, enfin bon, j'ai eu d'autres expériences que celle-là, vraiment, mais moi je me souviens en tout cas, c'est une fois que ce truc-là était fini, un peu l'accueil, boum, bon bah voilà, c'est ton premier jour, ça c'est ton bureau, et voilà ce qu'il faut lire. Allez, à demain. Ouais, oui, mais j'ai vécu la même chose. Ouais. Allez, Pareil. tiens, voilà la liste des procédures à lire. Et même des fois en tant que consultant, hein, quand on intervient pour aller travailler sur le process élémentaire, sans mentir, le process déviation, pardon, avec notre méthode, sans mentir, c'était il y a 1 an et demi, on est arrivé, premier jour, on nous a donné une pile de documents à lire. Comme si on était... Ouais, Tu les as lus on les a lus, ouais. On les a lus. Tu as fait une analyse On les a réglementaire? Non. Non, mais moi, je me rappelle de mon premier job en tant que pharmacien sur un site de prod où effectivement, on m'a donné cette pile de procédures. Et mais franchement, tu sais, comme quand des fois, quand tu lis un bouquin et que tu t'endors un peu, et puis faut relire la ligne. Ouais. J'ai vécu ça, quoi. Et je les journées sont comprenais longues, là. rien. Je comprenais rien. Il y avait aucun contexte, il y avait aucune explication. Juste, je lisais des documents de procédure qui disaient les responsabilités, il faut faire ça, machin. J'ai rien retenu. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que en fait, tu vois pas ce que c'est, quoi. Enfin, tu peux pas t'imaginer à quoi ça s'applique. T'as même pas vu les lignes, t'as même pas vu la cafette, les chiottes. Enfin, je veux dire, là, on te fait des trucs. Envoie tes trucs importants. Franchement, ça devrait être le premier truc. Ça, tu vois, c'est là où tu prends tes cafés. Ça, c'est là où tu manges le midi. Et puis déjà. Et là, c'est là où tu vas chier. Ah, c'est les 2 tiers de la journée pour Pam. Donc, tous ces trucs-là. J'ai des grosses journées. Mais, et puis même au-delà de ça, moi, du coup, moi, qui arrivais de master chimie, j'avais jamais eu un cours de qualité. On me file juste une pile de procédures qualité. J'avais aucune foutue idée de quoi ça s'agissait, quoi. Donc, j'ai lu ça sans rien retenir, et puis j'ai signé en bas. Voilà. Après, on verra bien. Ouais, Ouais, ça, tu te dis, bon, on Mais verra tu sais, bien. même en ayant une formation qualité, en l'occurrence, moi j'étais pharmacien, je sortais d'un master qualité, on me donne des procédures à lire. Mais en fait, malgré les stages, tu débarques, t'as jamais vécu la vie d'un site de prod, etc. On te parle de choses, c'est la première fois que tu le voyais. Là. C'est là où on a eu des longues discussions avec Paul Adrien pendant quelques années sur les formations des pharmaciens à l'industrie, qui manquent des fois un peu de concret. Mais moi, j'ai découvert des choses. En plus, maintenant, il y a un peu plus de concret, je dirais, avec les formats apprentissage. À l'époque, moi, c'était juste stage. Moi, j'avais fait un stage en plus en validation. Autant te dire que les déviations, la prod, le quotidien, j'avais jamais vu encore. Moi, je pense le meilleur truc pour tout le monde. Enfin, en fait, ce qui manque, en fait, c'est finalement dès que t'arrives, hop, on te fout sur ligne avec un opérateur sympa. En gros, tu identifies des opérateurs, tu sais, qui sont, qui ont un peu la fibre de transmission, tu vois, et le contact facile. Et tous les nouveaux, boum, tu les mets avec le gars, avec ces gars-là pendant quelques jours, quoi, une semaine, deux. Une semaine, ouais. Et une semaine, en fait, je pense bien déjà. Et ce qui serait cool de faire ça, ça serait avec tous les gars de l'entreprise, qui que ce soit les RH, que ce soit, tout le monde, quoi. Bon, après, ça ferait beaucoup de monde sur ligne, c'est un peu pénible, mais toi, en fait, que beaucoup de monde tu pas les fais habilité faire sur du ligne. tri. Tu leur fais faire du tri. non, mais comme ça, et en fait, du coup, tout le monde sait ce que l'entreprise finalement fait. Tu vois, parce que ouais. quand tu travailles dans les bureaux, je suis sûr, il y en a pas mal qui ont jamais foutu les pieds en prod et qui savent pas finalement ce que l'entreprise fait. Enfin, quoi, à la fin. Après, il y a des visites qui sont organisées une fois par an dans la prod et tout machin. Mais finalement, ça, c'est pas suffisant pour comprendre vraiment. Tu vois des gens qui bougent, tu vois des matières qui vont d'un endroit à un autre, tu vois des piles de palettes, tu vois des trucs qui bougent. Mais finalement, tu sais, le quotidien, la journée complète d'un mec sur ligne,
c'est vraiment ultra différent de ce que tu peux t'imaginer quand t'as pas été, quoi. Et c'est bien, et même je dirais, moi j'irais un peu plus loin. À mon avis, c'est intéressant effectivement de commencer par voir ce que l'entreprise fait avant d'expliquer pourquoi elle le fait. Parce que du coup, t'arriveras mieux à faire le lien entre les deux. Intéressant. Ouais, je viens d'y penser. Hein. Une petite épiphanie. Voilà. Mais moi, je ne le remercierai jamais assez. Moi, c'était pendant mon apprentissage, Yann Dumont qui était venu témoigner dans le podcast dans un des tout premiers épisodes. Lui, il m'avait mis un mois sur ligne avec les gars pour faire. J'ai fait de la granulation, j'ai fait la compression, enfin j'ai tout fait quoi. Super. Enfin et c'était vraiment super bien. Et mon job après, c'était la remise à jour des dossiers de l'eau, de tous les services. Mais après, j'étais pas mal pointu sur tous les process quoi. Et d'ailleurs, grâce à ce stage, j'ai démoli l'examen de fin de stage. Quoi. C'était, d'apprentissage, c'était ultra facile. Mais après ça, tu vois, là, attention, parce que là, tu prends ton exemple de ça, c'était pendant ta période d'apprentissage. Non, on peut pas faire ça avec tout le monde, bien sûr. Tu fais débarquer un jardinier qui devient opérateur. Bon, tu vas les mettre un mois sur ligne, forcément. J'ai pris un mauvais exemple, mais tu prends un mec. Non, mais tu prends un mec des RH qui vient d'un monde qui a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, mais qui a déjà une expérience de l'entreprise. Tu vas pas forcément le mettre un mois en prod. Non, non, pas un mois. Et puis en plus, même un encore accu, que ce sera intéressant. Au moins, il saurait ce qu'il faut pour recruter les mecs qu'il va recruter pendant toute sa vie de RH, quoi. Mais il y a une sorte de contrainte, c'est-à-dire que pareil, tu recrutes un nouvel accu, un accu-op. Putain, en plus souvent en ce moment, c'est des jobs un peu sous tension. Donc quand tu le recrutes, t'as déjà le mec d'avant qui est déjà parti, quoi. Ouais. Et te dire, tu attends encore un mois avant qu'il puisse prendre son taf, et puis en fait, tu vas avoir un backlog qui va se former. Tu sais, ça peut être un peu stressant aussi. Donc une semaine, à mon avis, c'est le minimum. Tu peux le faire, même pour n'importe quel poste. Un mois, c'est chaud. Non, un mois, c'est trop. Enfin, un mois, c'est beaucoup trop. Mais après, c'est ce que tu dis. Enfin, c'est ce que j'appelle. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres gens qui appellent ça comme ça, mais le paradoxe de la formation, c'est-à-dire que pour être performant, enfin, pour arriver à être fort dans ton travail, il faut te former. Mais pendant que tu te formes, tu fais rien. Enfin, tu te formes, tu peux pas faire tes trucs. Et donc, ça, finalement, c'est dans le monde dans lequel on vit. Les gens doivent être performants dès la minute 1 et tu prends un gars pour qu'il fasse 100% du boulot dès la minute 1 et après tout le monde sait que c'est pas possible mais en tout cas on pousse le plus possible vers là et finalement t'apprends très rapidement à comment gérer les 80% de ton quotidien et les 20% des trucs spécifiques et des petits problèmes, tu les apprends jamais. Et finalement, qu'est-ce que tu vas faire pendant 1-2 ans? C'est que tu vas aller péter les couilles d'un mec qui va lui être là depuis 20 ans et à chaque fois que tu te rends compte de ce truc, hey, tu peux me faire l'extraction des températures sur la zone 22 s'il te plaît. Et du coup et finalement après tu finis par avoir une armée de mecs qui savent pas faire les petits trucs genre les extractions, aller chercher les données dans les logiciels, se loguer sur tel ou tel machin pour aller vérifier tel ou tel truc. Et tout ça fait que tout le monde est en train de faire des trucs pour tout le monde et le vrai travail finalement est jamais fait quoi. Beau résumé. J'ai pondu un œuf. Non, c'est vrai, c'est bien résumé. Après, t'as ce côté effectivement. Quelque part, c'est une perte un peu de maîtrise des petits trucs. Mais moi, je trouve aussi que, et je vais reprendre mon exemple de l'AQ, t'as une perte aussi au niveau connaissance des produits. Parce que finalement, on recrute des mecs en disant ils savent faire, ils connaissent les produits ou ils connaissent tu vas les sélectionner, machin. Pour autant, et nous on est bien placé pour le dire parce qu'on voit des sites qui font les mêmes produits, mais le process et l'organisation sur le terrain sont différents. Et en fait, t'as des mecs qui comprennent pas ce qu'ils font. Enfin, ce qui est fait et pourquoi c'est fait comme ça, même s'ils ont une maîtrise, je sais pas, de la granulation par exemple. Ils ont fait des études en granulation, blablabla. Et du coup, tu perds cette connaissance parce que en fait, tu les envoies dans le truc et tu dis c'est bon, ils savent.
Mm. Et ça, c'est dramatique. C'est bon, Ouais. tu leur as donné une pile de procédures à lire. On va Et le après, faire. il y a un autre problème qui est assez important, je trouve, enfin qui est important, qui est qui est là, c'est surtout quand tu disais quand tu prends des jardiniers pour devenir Opérateur. opérateur ou même des journalistes comme on peut le voir. Et ben, du coup, Allez, euh, le du petit coup, tacle. du coup, le problème c'est que finalement, même si tu vas les former, eh ben ils vont pas avoir la profonde culture qualité que tu dois avoir quand tu fabriques des médicaments, et ils vont avoir tendance à prendre des raccourcis, justement en disant on peut faire comme ça va, c'est pas trop grave quoi. Et en fait, c'est cette Mm. confiance excessive dans la robustesse des procédés qui fait que finalement, si tout le monde fait coupe un petit peu de coin, tu vas finir par avoir des problèmes qui vont être extrêmement difficiles à identifier parce que c'est une combinaison de plein de petits raccourcis qui fait qu'à la fin, tu as un problème et en fait, tu dois combiner tous les trous du gruyère, qui peut être beaucoup de trous, pour avoir ta déviation finale, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, ce que tu viens de me dire me fait penser à un truc. On s'éloigne un peu du onboarding, en fait, c'est que finalement, c'est parce que tu fais ton onboarding comme ça, parce que, comme tu dis, tu as trop confiance en la robustesse de ton procédé et de tes opérations du quotidien. Et du coup, finalement, t'es pas assez dans une démarche de maîtrise de ta qualité avec de la présence terrain, avec des observations de tâches. Parce que à la limite, tu fais rentrer un mec, tu le mets une semaine en prod, et puis après, tu suis un peu ce qu'il fait avec des observations de tâches et tu contrôles, tu réajustes ce qu'il a pas compris, etc. au fur et à mesure. Ça va marcher. Mais par contre, effectivement, si tu le lances dans la nature sur ton site et que tu te dis, bah c'est bon, il y a les procédures, il y a les dossiers de l'eau, il y a les contrôles, ça va le faire, ça va avoir un peu trop confiance, quoi. Après, si ton système qualité est construit correctement, normalement, il est construit de manière à ce que tu puisses pas te planter. Mais oui, bien sûr. On y croit tous. C'est l'analogie que j'avais fait il y a pas très longtemps avec, je sais plus, chez un client où, oui, c'était parce que c'était pour pour la robustesse de ton système qualité. L'électricité chez toi, c'est c'est ultra robuste. Genre pour t'électrocuter chez toi, c'est méga dur quoi. Il faut vraiment y aller et faire une connerie volontairement. Et en fait, l'idée de d'essayer de regarder les signaux faibles, d'essayer de combler les trous et dès que tu les vois, de faire tes investigations de déviation, de trouver tes causes racines, etc. C'est de rendre ton système qualité comme l'électricité chez toi. C'est-à-dire que personne pourrait s'électrocuter comme personne ne pourrait faire de déviation finalement. Mm. Mais pour revenir aussi au onboarding, moi j'aime bien l'analogie avec le permis de conduire. Parce que finalement, beaucoup de gens qui travaillent sur les sites ont un permis de conduire. Et avant de conduire en autonomie et tout seul, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu apprends le code, tu révises, tu fais des tests, tu te fais une évaluation, on te dit ok c'est bon, t'as ton code. À partir de là, tu peux commencer à prendre des cours de conduite, c'est-à-dire que ton cours de conduite, t'es avec un tuteur, tu conduis, mais t'as le mec qui est là, qui peut appuyer sur les pédales à tout moment, à rattraper tes conneries et t'apprendre petit à petit à être autonome dans la conduite. Et au bout d'un certain nombre d'heures de conduite, boum, on te valide grâce à l'examen de permis de conduite. Tu fais ton examen, on te dit ok c'est bon, tu peux aller sur les routes. Et après, à mon époque, je sais pas combien de temps c'est maintenant, pendant 2 ans, t'as ton petit A sur ta voiture qui permet de dire aux gens, lui il a le permis de conduire, mais attention, c'est quand même un peu un boulet. Je rigole. Non mais Et il a A, 6 points il a moins le droit à l'erreur. voilà, exactement. Et en plus, t'as aussi le système qui est assez intéressant de la conduite accompagnée, c'est que finalement tu passes ton permis de conduire entre guillemets 2 ans avant et tu fais une conduite accompagnée avec quelqu'un qui t'assure pendant 2 ans, on va dire. Et puis au moment où tu passes ton permis de conduire, en fait, tu sais déjà bien conduire. Et tout ce système-là, finalement, le système d'onboarding, faut l'imaginer un peu de la même manière, quoi. Alors, t'as tes lectures de procédure,
Est-ce que c'est la lecture de ton code? J'en sais rien, parce que finalement, on t'envoie des procédures à tire-larigot et probablement que 80% tu vas pas en retenir. Et puis, on te fait pas faire des tests régulièrement jusqu'à ce que tu fasses moins de 5 fautes. Hein. Mais en tout cas, c'est un peu cette analogie-là. Et après, tu peux commencer à produire, mais tu as un mec en permanence. Comme en pharmacie, comme quand tu travailles en pharmacie, que tu es étudiant, tu as toujours le pharmacien derrière qui vérifie que ton ordonnance, elle est bonne. Bah là, c'est pareil, t'es en formation, t'as un mec, tu peux commencer à produire, mais par contre, toutes tes activités critiques, elles doivent être vérifiées par un autre, quoi. T'as une analogie? Moi, je pense que c'est vrai pour le permis comme pour l'onboarding, c'est que si on faisait passer le code en ayant déjà fait 5 ou 10 heures de conduite, ce serait quand même beaucoup plus facile à avoir. Ouais, mais bon. Non, mais t'as un mec à côté de toi qui a les pédales. C'était un stop. Non, mais si c'est ton moniteur qui t'explique au fur et à mesure que tu rencontres les situations, tu retiens beaucoup mieux qu'en lisant un vieux paplard ou qui est complètement abstrait, quoi. Au rouge, on a avec toi, t'as un tuteur. Non, mais du coup, pour en revenir aux procédures, comme tu disais Arnaud, je pense qu'on se trompe complètement sur les choses qu'on fait lire aux personnes quand ils arrivent, quoi. Les procédures, du coup, elles sont faites pour quand tu rencontres la situation et que tu sais pas, tu vas et si tu as la présence d'esprit d'aller voir dans le système, de trouver la procédure, de la lire, de la comprendre et d'appliquer, c'est là que c'est utile. Par contre, au départ, comment faire si tu comptes sur les procédures pour apprendre son boulot à un type, c'est mort de chez mort, quoi. Bah ouais. C'est 1 million de fois mort. Et en fait, les procédures, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien de les faire lire à l'arrivée, quoi. Ça va traumatiser les gens. Et alors, la bonne question, c'est est-ce que c'est marqué dans les BPF qu'il faut faire lire les procédures à l'arrivée? Parce que finalement, tous les sites le font, ça. C'est pas marqué. Bah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué qu'il faut faire. C'est marqué qu'il faut que les gens soient formés à leur poste, etc. Mais c'est pas du tout marqué qu'il faut lire les procédures en relation avec le poste. Hein. Exactement. Mais du coup, tout le monde a toujours fait comme ça, et puis c'est intéressant, et puis c'est pour pouvoir cocher dans ton cahier de formation. C'est vite fait intéressant. Hein. Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est là et que finalement facile. On se dit, ouais, voilà, c'est facile. Ouais, c'est ça. C'est facile. C'est facile. Tu sais, c'est comme d'hab. C'est bon. Il a signé comme quoi il a lu. C'est bon. On est tranquille. En fait, on se couvre au lieu de s'assurer que les gens maîtrisent ce qu'ils font. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est exactement ça. C'est comme tout ce qu'on fait. Comme je réécoutais notre épisode sur les déviations, amélioration continue. En fait, toute cette traçabilité, elle est là pour se couvrir et non pas pour s'assurer qu'on fait bien. Merde. Et là, je pense qu'on touche un point hyper intéressant sur ce moment-là. C'est exactement ça. Hein. Et après, en plus, parce que là on est exclusivement focalisé sur la qualité, mais l'air de rien, les mecs ils évoluent quand même dans un environnement qui est dangereux. Alors ça sort un peu de notre métier, mais il y a tout ce qui va être HSE, ce que tu as le droit de toucher, ce que tu as le droit de faire, là où tu dois être, etc. Là par contre, c'est là parce que ça par contre pour le coup Romain, là c'est plutôt je trouve le code pour évoluer dans le milieu, quoi. Toi il y a là toutes les procédures HSE et l'accueil sécurité. C'est comment te balader sur site en toute sécurité. Donc là, t'es quand même obligé de regarder et d'avoir ça. Tandis que tout l'accueil qualité, finalement, il est ultra mal fait et c'est pas ça du tout ça qui va t'apprendre à faire quoi que ce soit, quoi. Ça me fait penser à un truc de vidéo qui tourne sur Internet. Genre, t'imagines sur un site Internet, t'es avec ton tuteur il dit, si tu vois ce tuyau, tu le débranches. Faut surtout pas le débrancher. Là, tu le rebranches. Et si tu l'as débranché, faut surtout pas le débrancher. Sinon, ça explose. Donc, à mon avis, il vaut mieux quand même apprendre le code avant de que le tuteur. Non, mais voilà. Mais, et puis tu parles de la sécurité, mais moi, je me rappelle aussi, donc, mon premier job dans l'industrie pharmaceutique, j'étais, chef d'équipe, première semaine, là, on parlait de TRS. Putain, j'avais une formation pharmacien qualité. C'était la première fois que j'entendais parler de TRS. Vraiment. Parce qu'en plus, pendant mes stages, j'étais pas en prod. Je savais même pas ce que c'était que le TRS et à quoi ça servait et qu'est-ce que ça mesurait, etc. Et tous les jours, je devais faire des relevés pour me dire, bah voilà, le TRS de la veille, il était temps. Super. Sans savoir ce que c'est.
Ouais, moi, Et mon ça, tout c'est pas marqué dans les procédures. Hein. Non. Ouais, mais bon, normalement, tu poses direct la question et quelqu'un t'explique. Bah, ces trucs, c'est un peu mystérieux, mais. Ouais, mais c'est ça. Mais attends, mais c'est exactement ça. Tu sais, je lui ai demandé, mais ça. Et en fait, les mecs, ils savaient pas m'expliquer concrètement ce que c'était, quoi. Les autres chefs d'équipe qui le relevaient, qui l'expliquaient, qui disaient, ouais, ça montre la performance de la ligne. Mhm. Ok, Anso, pourquoi est-ce que là, il y a des temps d'arrêt? Pourquoi est-ce que... Tu sais, personne n'était capable de m'expliquer comment ça marchait. Et moi, je sais que de ne pas savoir à quoi ça sert et comment et pourquoi est-ce que c'était construit comme ça m'a dérangé un petit moment, quoi. Alors, je suis allé me renseigner sur Internet, mais si tu le fais pas... Moi, mon tout premier stage dans l'industrie pharmaceutique, c'était ma meilleure maître, c'était une super maître de stage. Et du coup, je me rappelle, j'étais dans son bureau, premier jour, j'étais dans son bureau, et puis elle m'a dit, bon, bah, alors tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça. Et j'étais là, mais, oh, mais j'y arriverai jamais. Et à la fin de ça, je fais, ouais, mais ça me paraît ultra compliqué, j'y arriverai jamais et tout. Elle fait, bah, mais si, tu arriveras. Et finalement, 6 mois, tu sais, c'était un stage qui devait durer 6 mois, un truc comme ça. Et 6 mois après le truc, elle fait, bah, tu vois, tu te rappelles le premier jour dans ton bureau, dans mon bureau, tu pensais que tu arriverais jamais et tout, mais en fait, tu en es super bien sorti. Et je me rappelle, étape par étape, tous les points de au début, c'était quasiment de la peur, quoi. J'avais vraiment peur de commencer en disant, putain, j'y arriverai jamais. Et je sais pas comment faire et tout, comment je fais. Et puis finalement, elle m'a guidé. Tu sais, elle fait, bah, commence par aller en prod et puis regarde deux, trois trucs et tout machin. Commence par relever des données, tu vois. Puis j'ai commencé à relever des données, puis poser des questions, parler avec les types et tout. Et petit à petit, tu vois, j'ai construit une espèce d'expertise de l'environnement dans lequel j'étais, mais mais il y avait aucun document, il y avait rien qui t'expliquait et il fallait tout tirer, quoi. Et c'est vrai que cette peur que je ressens toujours un peu quand tu vas sur un nouveau site, tu vois, tu te dis putain, c'est nouveau, tu sais pas trop. Et c'est en fait comment désamorcer cette peur pour que les gens glissent dans le métier comme dans un gant. T'imagines cette peur, toi, t'étais pharmacien, t'avais un background, tu savais un peu ce que c'était que l'industrie pharmaceutique. Encore une fois, tu prends un mec qui débarque pour être opérateur, qui a jamais mis les pieds sur un site pharmaceutique et qui voit ses collègues opérateurs qui font 36 000 trucs et qui lui dit attention, ça faut faire, attention là, machin, faut faire là. Parce que le quotidien d'un opérateur, ok, il y a le moment où il pilote sa ligne, machin, mais quand tu regardes tout ce qu'il a à faire, et puis je suis désolé, c'est pas les docs qui vont lui donner tout ce qu'il a à faire, c'est pas, en fait, concrètement, sur tous les sites, ils apprennent ça sur le tas, quoi. Et en plus, souvent, formé par un autre gars qui, lui, a eu une formation par un autre gars. Et puis, j'aime bien cette analogie de dire que, en fait, prenons, tu changes de machine, puis t'as un opérateur, il est expert de cette nouvelle machine, il est formé par le fournisseur de la machine. Il fait la formation, machin, et il va retenir que 50% au final, au bout de quelques mois, de ce qu'il a appris par le fournisseur. Et puis ce gars-là, comme c'est l'expert, il va aller former d'autres gars. Du coup, il va le former grâce aux 50% qu'il a retenu et 50% qu'il a un peu inventé. Et puis petit à petit, ce gars expert, il va partir de l'entreprise et c'est le nouveau gars qui est expert qui a lui retenu 50% de ce que lui a appris son collègue. Donc en fait, finalement, par un calcul mathématique complètement foireux, en fait, il a plus que 25% de ce que lui avait apporté le fournisseur initialement. Et lui, il va former avec 25% de ce qu'a apporté le fournisseur, 25% de ce qu'a inventé l'autre gars et 50% de ce qu'il va inventer lui. Et petit à petit, à chaque fois, ça fait cette cascade où tu perds de la compétence, quoi. Et tous les paramètres qui sont changés à la fin, au bout de 6 mois, tu fais, ça marche plus la ligne. Et puis tu vas voir les paramètres dans la machine, sont tous changés. Je fais, ah! Finalement, il faudrait mieux avoir des robots, en fait. Oh là là. Voilà. Oh la belle conclusion. D'ici là, ce qu'on est des robots, dis donc. Hein. Je regardais une vidéo super intéressante sur Internet l'autre jour et tu sais, nous on bosse dans l'industrie, donc finalement on sait comment c'est un peu foutu. Hein. Mais le gars disait que pour la perception de la majorité des Français fait que, tu vois, par exemple, emballer des poissons dans des boîtes, quoi. Il y en a plein qui pensent que c'est fait par des machines, alors qu'il y a une chier de personnes qui emballent des poissons dans des boîtes, quoi. Et tout le monde te dit je pensais que c'était des robots, je pensais que c'était des robots, mais en fait il y a plein de tâches qui sont manuelles faites par des gens et la perception des gens sur qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie
alors qu'il y a pas tant de, il y en a beaucoup, mais il y a encore plein de tâches qui sont très très loin d'être remplacées par des robots. Enfin très très loin, j'en sais rien. Mais en tout cas, qui sont pas remplacés par des robots de nos jours, quoi. Ouais, qui sont pas remplaçables. T'as trié les compris pour le Japon. Encore que j'avais été sur un site et ils avaient une machine qui analysait les comprimés un à un, qui passait dans un petit tube, et il y avait 8 caméras qui regardaient tous les 100% des comprimés sur les 8 faces, sur les 8 angles. Et en fait, cette machine-là, elle avait été développée par des fabricants de pièces de monnaie, quoi. Pour examiner les pièces de monnaie, et du coup ils avaient contacté ces gars-là pour qu'ils leur fassent une machine pour regarder les comprimés un à un pour les envoyer au Japon. Trop bien. Oh, vache. Pour éviter de jeter 10% de la production. Non, parce que du coup la machine elle jetait 10% de la production quand même. Hein. Ah merde. C'est juste que le tri il était fait vachement plus tôt, quoi. Enfin bon, il était fait automatiquement, mais bon. Enfin bref. Voilà, ça fait une demi-heure, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, il faut qu'on rassemble nos idées pour décrire, selon nous, le processus d'onboarding idéal. Et je pense qu'on aura fait le tour du sujet. À mon sens, la fresque de l'industrie pharmaceutique est un outil déjà intéressant. Si vous voulez une... Un petit cliffhanger, encore une fois. Donc allez sur notre site pour découvrir la fresque de l'industrie pharmaceutique et toutes nos autres offres. Contactez-nous si vous avez besoin d'un coup de main. Dans l'intervalle, écoutez, passez une bonne semaine. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. En général, c'est pas mal dur en janvier. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.